Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien en ce dimanche ou en ce début de soirée ou peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. On va faire le bilan du mois de mai. Un extrêmement bon bilan pour moi parce que je n'ai encore jamais lu autant. Donc je suis super contente de vous le présenter. Cette année, je m'étais dit que je me mettais moins la pression pour lire et en me mettant moins la pression, en fait, je lis plus. Donc c'est tout bénef pour moi. Et je pensais vraiment pas que ça irait dans ce sens quand je m'étais mis cet objectif d'être plus cool dans mes lectures. Je pensais justement que ça allait réduire et donc d'un rythme de 4 romans par semaine, et ben je suis passée à 5-6 en moyenne et là on est sur un bilan où on avoisine, j'ai pas vraiment compté, mais on avoisine ce mois-ci en fait les 12 romans. Donc écoutez, je sais pas trop comment je me débrouille, il y a de tout, par contre je précise dans ce bilan, c'est-à-dire qu'il va y avoir des romans, des bonnes pavasses, mais aussi des BD, je suis en train de regarder des romans graphiques. Pour ceux qui font pas trop la différence, les romans graphiques c'est un petit peu plus conséquent qu'une BD. Enfin, perso, ça peut se lire en une journée très facilement, mais je le fractionne sur plusieurs jours parce que j'aime bien m'imprégner un peu plus de l'ambiance de la BD et un petit peu en tirer toute son essence en fait. Alors que je trouve que quand on consomme un contenu très rapidement, et ben on relève pas tout. Enfin, en tout cas, je ne relève pas tout. Assez bavassé, je commence tout de suite. Alors, en partenariat avec les éditions Vibes, j'ai reçu The Rebel Cycle de Tous nos secrets, livre 1. Excusez l'accent, encore une fois, hein, vous savez que mon anglais est très approximatif. Là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Louisa et qui va intégrer en fait une école dans un milieu très huppé. Très huppé, ça va justement dénoncer tous les codes un petit peu de l'aristocratie, de ce milieu très privilégié. Ça va justement pointer du doigt certaines choses à travers une lecture qui n'est pas là à la base pour ça. Donc en fait, cette lecture, elle va pointer du doigt aussi tous les privilèges que peuvent avoir la caste aristocratique. Avoir un trio d'élèves avec leurs problèmes d'adolescents riches. Alors, j'ai voulu tenter pour une fois, c'est pas une thématique que je recherche particulièrement parce que je trouve que c'est un peu des problèmes... tout est relatif, quoi. Parce que quand elle va arriver dans cette école, Louisa, elle va se faire repérer par le garçon le plus influent de l'école et elle va en fait pouvoir intégrer le Ruby Circle. L'argent et le pouvoir sont capables d'exaucer tout. Donc il va y avoir cette espèce de triangle amoureux avec un autre garçon également. C'est un rythme très lent dans le... Enfin, j'ai trouvé que c'était lent, c'est très introductif, et en fait, ça ouvre la porte un petit peu sur tous les secrets, on le sent des prochains tomes. Donc, un bon tome introductif, mais des fois un petit peu longué, quoi. Les Wickerley des éditions Michel Lafon, toujours en partenariat, et là, j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'est du young adulte. Je ne pensais pas autant aimer, je vais être très franche. Je pensais que ça allait être un peu trop copier-coller avec Harry Potter. Alors forcément, les fans du genre vont adorer. Mais ça va regrouper aussi tous ceux qui sont fans de Jane Austen, de tout ce qui va être romance avec de la Régence, parce que c'est vraiment... comme si le monde d'Harry Potter s'était introduit dans un roman de Jane Austen du style Orgueil et préjugés, etc. Et on va suivre une sorcière maudite, Aurelia Wickerley, qui en fait a été maudite par l'ancêtre de son ennemi actuel à elle. Personne n'approche Aurelia, sauf Jules Knightley, qui va en fait enquêter sur la disparition des pouvoirs de sa sœur et qui va essayer de l'aider à les recouvrer. En attendant, c'est le but aussi d'Aurelia. Avec un pacte et du chantage, elle va réussir à lui faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent équipe pour arriver à leur fin ensemble. Et de ce fait, ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Se pose la question, jusqu'à où iront-ils? Franchement, c'est une romance que j'ai adoré lire, tout simplement parce que leurs activités de faux couple sont juste... c'est super drôle. Ça va être mensonge, tromperie, ils vont s'introduire dans des lieux où ils n'ont pas le droit, ça va être de la falsification de documents, des courses-poursuites, enfin vraiment c'est trépidant, c'est pas une romance plan-plan.
Et au-delà de ça, il y a le fait d'accepter qui on devient, même si c'est pas la personne qu'on croyait devenir. Et je trouve que le message est très joli. Et ce que je retiens en point final, c'est que la magie la plus puissante, c'est pas forcément celle qui scintille, c'est l'amour. Le joyau de l'affranchi de Laura Morand. Donc c'est un service presse que j'ai très gentiment reçu de l'autrice. Il faut savoir que c'est une autrice auto-éditée. Déjà la couverture du livre est super sympa et spoiler alerte, elle va peut-être faire un collector. Donc suivez-la sur Instagram. Donc on va suivre ici Benjamin qui est un jeune lieutenant de la Royal Navy et il incarne le visage de la paix entre le royaume d'Angleterre et l'Espagne. Il va devoir mener une mission investiguant le bateau d'un corsaire où il va devoir en fait pêcher des informations, jouer l'espion. Sauf que l'histoire commence, vraiment on a l'impression d'être plongé directement dans le récit, ça c'est super cool. L'histoire commence en fait quand il va passer une nuit avec Alina, la fille de ce capitaine corsaire. Sauf qu'il ne sait pas qui elle est. Il ne connaît d'ailleurs ni son nom, ni son identité, rien. C'est vraiment l'histoire d'un soir. Et dès le lendemain matin, quand il monte sur le bateau du corsaire en question, il se rend compte que c'est sa fille. Ils vont devoir en fait cohabiter sur ce navire et un peu cacher ses réelles raisons d'être là tout en voyant émerger un amour naissant. Il est promis à une femme, lui de son côté. On est sur la trope amour impossible et quête identitaire, femme libre, etc. C'est super prenant. C'est super prenant. La plume de l'autrice, car c'est son premier roman, va s'exacerber, ça c'est sûr. Il y a encore un chouille de travail pour atteindre, je pense, la perfection dans ce genre de romance maritime pirate. Il y a l'essence de ce qu'on recherche quand on veut lire ce genre de lecture. Je le conseille à tous les amoureux du genre. Est-ce que... Et je termine encore avec cette question. Et je termine encore avec cette question. Est-ce que des fois, il faut tout lâcher et suivre la voie de son cœur au risque de tout perdre? J'ai enfin sorti de ma palle Les Sorciers de l'Entremonde et Les Enchanteurs de Amélie Janot. Donc je vous en parle un peu en même temps parce que c'est dans les deux cas un peu les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Parce que malheureusement, je n'ai pas adoré. Ce sont aussi des services presse. Un monde enchanté que j'aurais adoré lire quand j'avais 12 ans, ou moins. Ou moins. On a vraiment des amitiés qui se créent, un monde bien construit pour du jeunesse. Seulement, voilà, je le dis, j'ai de plus en plus de mal avec les romans jeunesse. Là où dans les BD, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que voilà, les dialogues sont un peu trop... ça manque de maturité. J'enchaîne avec mon énorme coup de cœur du mois de mai, donc la petite boutique de sortilèges donc de Sarah Beth Durst. En fait, on n'entend vraiment pas assez parler de cette autrice qui est absolument incroyable parce qu'elle a une plume. Mais c'est d'une poésie, c'est d'une douceur, c'est cosy à lire. En fait, ce roman, il faut le lire si vous vous sentez un petit peu en marge de la société, que vous savez plus comment vous intégrer dans un cercle social. Et voir qu'en fait, des fois, en se mettant un petit coup de pied au derrière, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien de se refaire un cercle social ou de simplement se sentir intégré dans un groupe tel qu'on est réellement, sans se forcer, sans devoir en faire des tonnes. Là, c'est clairement ce qui va se passer. On va suivre notre petite Kélia, qui est là, pardon, qui va en fait fuir un royaume et elle est tellement amoureuse des livres qu'elle va vouloir sauver des livres dans la bibliothèque dans laquelle elle travaille. Et sauf qu'elle n'a pas le droit, c'est la bibliothèque royale. Donc elle va fuir avec son petit arbuste, un petit arbuste vivant qui parle à l'humour ultra cocasse, à la répartie bien pesée. Franchement, un bonheur à lire. Il apporte en fait au récit la touche d'humour qu'on n'attendait pas d'un personnage tel que lui. Franchement, c'était un petit arbuste où il lui manquait plus que la parole et l'autrice lui a donné. On est donc... Elle va s'enfuir avec lui et avec les livres sur une île où en fait c'était la maison de ses parents. Il va y avoir un voisin aussi grincheux que séduisant qui va s'immiscer dans son quotidien et pourtant ça va la gêner parce que pour sauver le royaume, elle ne voit d'autre choix que d'ouvrir une sortilègerie secrète
donc la petite boutique au sortilège, et elle va faire passer ça pour une boutique de pots de confiture. Tout est loufoque dans ce livre, mais d'une douceur, enfin vraiment, il y a une phrase qui est écrite derrière le livre et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est lire ce livre, c'est comme prendre le soleil en regardant butiner les abeilles, et franchement, ça donne cette impression, c'est d'une douceur sans nom. J'ai lu un mini-livre, ni chien, ni méchant, c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment de tout dans ce bilan lecture, il y avait même des livres de... Là, je sais même pas s'il fait 30 pages, le petit livre. Donc, Ni chien, ni méchant de Laurent Gauthier, qui est en fait une histoire complètement absurde, au ton burlesque. Ça va être un petit garçon qui va raconter l'histoire de son père, qui va adopter un chien imaginaire pour faire fuir les voleurs. Sauf qu'en fait, de fil en aiguille, il va demander à son enfant de mentir et tout le village, tous les voisins vont croire à l'existence de ce chien imaginaire. Et ce livre, c'est pour montrer les conséquences du mensonge, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut s'embourber et quelles sont les conséquences en fait sur nos liens directs aussi. C'est super intéressant, surtout que c'est raconté du point de vue de l'enfant. On m'a prêté aussi la merveilleuse BD qui est devenue ma BD roman graphique plutôt préférée, c'est Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Mais cette dessinatrice, énorme coup de cœur. En fait, elle m'a vraiment, elle m'a envoûtée parce qu'au début, je dois vous dire que je n'aime pas les coups de crayon qui sont très enfantins. Et en fait, à travers ce coup de crayon un peu spartiate, un peu vite fait, elle sait dégager l'essentiel en fait des expressions de visage des personnages, etc. Il faut savoir que c'est une BD adulte. Ne pas mettre entre les mains d'un petit Timothée de 8 ans, vraiment, parce qu'en fait, ça va parler de tout le satire social qu'il y a autour des contes de fées. Ça va vraiment être dénonciateur, donc ça va parler du racisme, du viol qu'il y a souvent dans les contes de fées, les mœurs justement très légères. Ça va parler aussi de violence, de mutilation, enfin vraiment de plein de choses comme ça, et c'est comme ça que les contes étaient racontés à l'époque. Donc on nous le retranscrit de façon donc l'autrice s'est renseignée de la façon dont c'était retranscrit de façon orale à l'époque et comment c'est arrivé jusque être retranscrit sous divers formats. Du style comment Walt Disney les a interprétés en film ensuite et comment c'est rentré dans notre conscience collective que le conte de Cendrillon, par exemple, il est écrit de telle façon alors qu'en fait il date de 850 et il nous vient tout droit de Chine. C'est pour ça que Cendrillon a les petits pieds. On apprend plein d'informations de façon complètement, j'ai envie de dire, décalée, loufoque, déjantée, tout ce que vous voulez. Le ton est hyper drôle. En fait, on nous dit des choses vraies, on nous raconte des choses sur l'histoire, on apprend en même temps, mais avec un ton. Je me suis esclaffée de rire plusieurs fois, franchement, je vous le recommande. Je brille pour toi de Amandine Peter. On est sur une romance science-fiction, donc j'ai adoré ce mélange parce que je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. J'avais peur de me retrouver dans un milieu où il y a trop de vaisseaux spatiaux. Enfin, là il y en a un peu, mais c'est pas vraiment le cœur de l'histoire. On va être sur... en gros, si vous avez aimé Avatar, vous ne pouvez que aimer ce livre. On va être sur un homme qui est un petit peu extraterrestre, donc un peu à l'image des avatars si vous voulez vous le figurer dans votre tête. Vous avez l'humaine qui en fait va se retrouver malencontreusement, elle répare des vaisseaux spatiaux sur le vaisseau spatial de l'individu de cette planète qui est en fait venu sur la planète Terre pour être le représentant, pour régler un conflit politique entre la Terre et cette planète. J'espère que j'étais très claire, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Sauf qu'en fait, elle va se retrouver emmenée par cet extraterrestre qui détient le remède que son peuple voulait négocier avec la Terre pour une maladie qui s'apparente à ce que nous, on pourrait appeler la maladie d'Alzheimer. C'est extrêmement touchant parce que pour moi, ça va au-delà de la simple romance ou au-delà de la science-fiction. On touche un thème de la maladie qui nous fait oublier notre passé. Et en ça, franchement, ça a été une très 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 bonne lecture. On n'est pas au coup de cœur parce que c'était trop court pour moi, j'aurais voulu que ce soit un peu plus développé, mais c'est d'une sensibilité sans nom ce livre. Et je termine avec Nécromant, qui est une BD orientale, donc des éditions Dracou, j'adore cette maison d'édition. Seulement, bah là c'est le deuxième, hop, je l'ai emprunté à la bibliothèque.
Seulement là, c'est le deuxième tome. Et j'ai adoré le premier, il y avait beaucoup d'humour. En fait, ça va se passer dans une espèce de fantaisie orientale où il y a de la magie. Euh, et on va avoir un jeune homme qui n'est pas très doué en tant que nécromancien et qui va se récolter tous les fantômes les plus barrés qui puissent exister en fait. On dit qu'il va se retrouver avec un sage qui est un peu gâteux, un guerrier qui sait pas se battre et une danseuse du ventre complètement perchée. Donc ces individus-là vont habiter son corps et en fait vont l'aider à mener une mission qui va l'aider à sauver le monde. Sauf que dans ce tome 2, sans vous spoiler, on va rencontrer des nouveaux fantômes et je les ai trouvés un peu plus arrogants, c'était moins drôle. Tout se passe aussi ultra rapidement, beaucoup de batailles, beaucoup de... En fait ça bouge beaucoup, pour ceux qui aiment l'action ils seront ravis. Mais ça sous-entend aussi une dernière question, donc j'imagine qu'il y a une suite. Et je vais quand même lire la suite, je suis curieuse, souvent les tomes 2 c'est des tomes de transition. Mais voilà, en demi-teinte sur cette BD, alors que j'avais adoré le tome 1. Voilà, c'est terminé, n'hésite pas à me dire en commentaire les livres qui te font le plus envie, livres ou les ouvrages tout simplement qui te font le plus envie. N'hésite pas à me dire quel est ton coup de cœur pour toi que tu as eu au mois de mai. Et puis moi je te dis bye bye, à la prochaine fois. Ciao ciao.